breaking news. The whole world is watching. Il faut quand même réfléchir sur ça dans ce sens qu'ils ne sont pas si fous que, par exemple, ils sortent avec un fusil et ils tuent n'importe qui dans la rue. Non, c'est ciblé ce qu'ils font. Leur folie est ciblée. Même en disant qu'ils sont dérangés et qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, ce qui est important, c'est l'environnement, c'est l'idéologie qui les inspire à faire ce qu'ils font. Donc Breivik, par exemple, il n'est pas allé dans le café au coin, il a commencé à tirer. Non, il a bien choisi ses victimes. C'était inspiré, il y avait une motivation politique, il y avait un encouragement de société, si vous voulez. Quand on dit qu'on a affaire avec un nombre de fous dans nos sociétés, que je ne vais pas contester, alors il faut dire que l'environnement social, l'environnement politique dans lequel les gens vivent est même plus important quand on constate ça. Et ce n'est pas surtout la schizophrénie individuelle de quelqu'un qui doit nous intéresser, mais bien l'environnement dans lequel ce genre de fou doit vivre. Dans ce sens, c'est intéressant ce que ce psychiatre dit, que par exemple, dans les prisons, on peut arriver à rendre des gens qui sont tout à fait normaux, on peut les rendre fous en les mettant dans un environnement qui les agresse, qui incite à la haine, qui viole, etc. Des gens, ils pètent des plombs vraiment dans des conditions pareilles. Et il dit ces mêmes personnes, si tu les mets dans un environnement protégé, alors ça va se passer normalement. Aussi sur ce point de la folie de Breivik, il faut dire que l'environnement social est déterminant. La responsabilité collective, elle est fondamentale. Le troisième point, qui pour moi a été aussi une des raisons pour écrire ce petit essai, c'est le constat de la capitulation de la gauche dans toutes ces affaires. Si la gauche avait répondu à tout ce qui se passe autour de nous, je vais revenir là-dessus, il n'avait pas capitulé au niveau de ce qui est en train de se passer au niveau du racisme, au niveau de l'islamophobie, du terrorisme, tous les grands sujets difficiles, comme on dit, et pour lesquels ils ont tout simplement tourné leur veste et ils se sont sauvés. Donc je sais très bien de quoi je parle. J'ai été longtemps moi-même militant du PTB. J'ai aujourd'hui encore, c'est tout à fait récent, comment la gauche essaye de se sauver et de ne pas être victime de toute une criminalisation, de toute cette vague de haine, de racisme, d'islamophobie, etc. C'est parce que on a finalement rompu avec tout ce qui concerne les personnes issues de l'immigration, et on a essayé de faire partie des grands. C'est très clair, hein. Donc tu vois ici, dans ce CNAC, c'est quoi en français? C'est ou trends, ou je sais pas, voilà, ce genre de truc assez... Mais donc vous voyez ici une image de Diap Abou Jaja, de la Ligue arabe européenne, avec la liste Résiste, qui était une alliance entre la gauche et cette Ligue arabe européenne. Ils disent clairement que c'est la rupture avec cette expérience qui fait que le PTB est devenu plus acceptable dans les médias. Tu vas voir maintenant que on reçoit des louanges pour tout ce qu'on fait, etc. Parce qu'on a rompu, parmi d'autres,
avec un type comme Diab Abu Jaja, avec une organisation comme la Ligue arabe européenne, etc. C'est pour ça qu'on est devenu acceptable. Et quand je parle de la rupture avec l'immigration, je parle avec tous les problèmes qui sont liés à ça, c'est-à-dire la criminalité, la religion, etc. Oui, bien sûr, on proteste et on dit non, attention, l'extrême droite, etc. Mais ça n'a déclenché aucune opération de dire eh bien maintenant, on va décider qu'on va mener une campagne pour les droits des minorités, pour tous ceux qui travaillent dans des sous-statuts, portant le voile ou pas dans nos sociétés. On va mener une campagne contre la diabolisation, contre l'islamophobie, contre cette soi-disant guerre contre le terrorisme, parce que maintenant on voit quand même où ça mène. Je trouve que c'est peut-être un des drames de cette dernière décennie qu'on a dû assister à cette évolution. C'est une réflexion sur, par exemple, je cite le porte-parole de la gauche radicale en Flandre, qui est une partie du SPA, du Parti socialiste néerlandophone, et qui dit ce qu'il faut faire, c'est de nouveau réaliser l'unité. Non. C'est fini ça. Dire l'unité, c'était bien quand on n'était pas encore où on est aujourd'hui. Donc il suffit plus de dire oui les gars, il faut s'unir, il faut se battre ensemble. Non, non. Maintenant, le temps est venu de combattre clairement tout ce qu'on a constaté pendant ces dernières décennies et de mener une campagne positive pour les droits des minorités, contre l'islamophobie, contre la guerre du terrorisme, contre le terrorisme, etc. C'est un troisième point qui est cité là-dedans et qui est revenu bien sûr aussi dans toute l'affaire de la Burqa Pride et autres. Le quatrième point des 5 que j'ai voulu avancer, c'est la question de l'impact de la guerre contre le terrorisme. Pour moi, la question de la guerre contre le terrorisme, qui a commencé en 2001, bien sûr, il y avait déjà des choses avant, il y a toujours eu un aspect de lutte antiterroriste et tout ce que vous voulez, mais ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, ça a vraiment constitué un tournant dans nos sociétés. Et je trouve que vous devez à chaque fois lire ce que les partis de gauche ou de droite disent, par exemple quand on parle de l'Europe et de la crise. Pour moi, on ne peut pas parler de l'Europe, bien sûr pas des États-Unis non plus, mais en tout cas pas de l'Europe non plus, sans parler des guerres. Moi, je trouve que le fait qu'il y a une guerre en permanence qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui fait des victimes, etc., cette conscience, elle n'est pas présente dans nos idées, dans nos esprits. C'est très loin ça se passe très loin de chez nous. On suit un peu ce que les médias mettent en avant dans les journaux. Mais cette guerre contre le terrorisme qui a commencé en Afghanistan, qui s'est poursuivie en Irak, qui se poursuit maintenant en Somalie et autres, ne parlons pas de la Palestine, où cette guerre contre le terrorisme est présente depuis des décennies, mais qui s'est en tout cas aggravée pendant la dernière décennie. C'est une guerre qui dure depuis plus longtemps que les 2 guerres mondiales ensemble. C'est une guerre sans ligne de front. C'est une guerre où on ne voit pas une perspective que ça va s'arrêter un jour par un accord conclu quelque part, parce que de toute façon, c'est invisible. Il n'y a pas seulement justement l'aspect militaire des choses ou l'aspect financier des choses, parce qu'il y a plein de spécialistes qui disent que ces guerres contre le terrorisme ont aussi contribué à la crise économique qu'on connaît aujourd'hui dans nos pays. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est que ces guerres ont changé fondamentalement nos cultures et notre manière de penser. Moi, j'en suis convaincu que ça a été vraiment un tournant et que ces guerres contre le terrorisme ont vraiment constitué un recul dans nos sociétés, dans les mentalités, dans la manière de voir les choses, etc. Quand tu vois, par exemple,
qu'il y a des soldats, je vais le dire crûment parce que c'est cru, qui pissent sur la tête des talibans capturés, Al-Qaïda ou autres. Quand tu vois les scènes d'Abu Ghraib ou à Bahram ou à Guantanamo, on vit avec ces scènes. Il n'y a pas une réaction généralisée pour dire non, c'est inacceptable. Ce serait inimaginable dans les années 70-80, eh bien on s'est habitué. Oui, bien sûr, on trouve ça encore scandaleux, c'est pas ça ici parmi nous, c'est clair. Mais il faut penser au niveau de la société. Où est le choc de tout ça? Et donc, on a appris à vivre avec des réalités qui sont extrêmement cruelles. On a appris à vivre avec des gens qu'on ne considère plus comme des humains, mais qui sont tout simplement déshumanisés et avec qui on peut faire ce qu'on veut. Il y a une culture de torture qui est revenue et qui, après la Deuxième Guerre mondiale, on aurait dit, mais ce n'est pas possible de remettre en question ce que vous faites aujourd'hui à partir de 2001, où des spécialistes des ministères de la plus grande démocratie du monde commencent à redéfinir ce que c'est la torture. Et donc, où ils écrivent que oui, tu peux, ouais, par exemple, tu empêches quelqu'un de dormir pendant quelques jours, alors ils disent c'est pas de la torture. Tu le laisses debout pendant quelques jours, c'est pas de la torture. Tu le laisses nu dans une cellule, c'est pas de la torture. Donc tu ajoutes tout ça, comme les Israéliens ont déjà l'expérience, mais quelqu'un est mort. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez quand on dit oui, un jeune, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, etc. Mais qu'est-ce qu'on leur offre? Si on n'analyse pas les choses de manière superficielle, mais qu'on creuse un peu et qu'on voit un peu ce qui est fondamentalement et profondément en train de se passer dans nos sociétés. Quand on voit la décennie de guerre contre le terrorisme, elle a ramené l'idée de l'époque coloniale avec toute sa cruauté, avec toute sa supériorité blanche sur tous les autres. Quand on parle de quelqu'un comme Breivik, qui, d'une manière, mais vous pouvez vous imaginer, vous devez tuer une personne. Non, il a abattu 80, ça veut dire 80 fois. Tu dois tuer un être humain. Vous pouvez vous imaginer ce que c'est. Oui, c'est impensable. Et c'est aussi pour ça qu'on dit, oui, c'est un isolé. Eh ben, il y a un prof qui s'appelle Ola Thunander. C'est un professeur suédois. Et qui dit, pour être capable de faire une chose pareille, ce n'est pas suffisant de lire un petit livre hein, et de dire, oh oui, les musulmans et les marxistes, c'est grave, non, alors je vais en abattre une fois 80. Non, non. Ça veut dire, il dit, que cette personne a été entraîné quelque part. Il doit avoir eu une instruction militaire. Oui, bien sûr, il a été en Biélorussie, il a eu des contacts avec des fascistes serbes. Tu penses aussi à des gens des firmes comme Blackwater, hein? Les mercenaires en Irak et en Afghanistan. C'est aussi un nouveau phénomène qu'on fait mener nos guerres par des mercenaires et plus par des soldats. Il a dit, ben moi je vais ouvrir un front, moi je suis aussi volontaire, je vais ouvrir un front intérieur. C'est-à-dire, moi je vais combattre l'ennemi de l'intérieur, vous le combattez là-bas. Toute cette idéologie et toute cette culture de violence, pour moi, elle a déplacé les limites de ce qu'on a connu auparavant. Et bien sûr, on peut dire, oui, mais on a toujours été violent, etc. Mais non, la guerre contre le terrorisme a déplacé les limites. Et quelqu'un comme Breivik, c'est aussi un produit de ça. The whole world is watching.